Bonjour à tous, bienvenue à ce mini-webinaire de Legal PME sur l'engagement du personnel. Aujourd'hui, nous verrons en 15 minutes quelles sont les obligations principales et les démarches pour devenir employeur ainsi que les formalités à accomplir pour engager un travailleur. Parce qu'en effet, devenir employeur ou engager un travailleur, ça nécessite le respect de certaines formalités qui sont imposées par les administrations sociales, mais aussi par les administrations fiscales. Alors, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions durant ce webinaire dans le chat, mais j'y répondrai uniquement à la fin de ce webinaire pour pas, interrompre et peut-être que, au cours du webinaire, je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez quand même pas à les poser dans le chat. Alors, une des premières obligations ce n'est pas une obligation imposée en tant que telle par la législation sociale ou fiscale, mais c'est une obligation qui est imposée pour le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est, celle de préparer le recrutement. En effet, avant d'engager du personnel, la première étape, c'est de déterminer les conditions auxquelles on veut ou on peut engager du personnel. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quelle fonction est-ce qu'on va proposer aux travailleurs? Quel est le salaire qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'on part plutôt sur un engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée? Ce sont vraiment toutes des questions que l'on doit se poser avant d'engager du personnel afin de rédiger une offre, de la publier, mais aussi et surtout de recruter la bonne personne, celle qui correspond à nos attentes. Donc, une fois qu'on a déterminé ce besoin d'un travailleur, ce besoin de personnel, on doit s'inscrire, s'identifier comme employeur auprès de l'ONSS. L'ONSS, c'est quoi? C'est l'Office de sécurité sociale. Donc, c'est vraiment une démarche qui est essentielle, qui est obligatoire. Il faut s'immatriculer comme employeur à l'ONSS. Une fois qu'on est immatriculé comme employeur, on va recevoir un numéro d'identification. C'est ce qu'on appelle le numéro ONSS. C'est un numéro qui est vraiment indispensable à avoir pour effectuer certaines démarches obligatoires qui sont imposées par la législation sociale. Donc cette démarche, cette inscription, elle est nécessaire uniquement lors du premier engagement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va s'identifier comme employeur. Donc, une fois qu'on est identifié, peu importe qu'on engage d'autres travailleurs ou pas, on aura déjà été identifié et on aura déjà reçu ce numéro d'immatriculation. Alors, l'immatriculation, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle implique le versement des cotisations patronales, des cotisations sociales patronales, mais aussi celles personnelles aux travailleurs. Donc, comme vous le savez certainement, à la fois l'employeur et l'employeur doivent contribuer à la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est un système de solidarité qui permet de financer les prestations sociales telles que le chômage, l'assurance maladie-invalidité ou encore la pension. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental et d'essentiel. L'ONSS va ainsi attribuer un numéro d'indice qui permettra de calculer le taux des cotisations. Donc, le taux des cotisations, il est déterminé par la loi et il varie en fonction du secteur, mais aussi de la qualité du travailleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est imposé et qui est déterminé une fois que vous êtes identifié comme employeur. Alors, une troisième obligation qui est imposée cette fois-ci par la législation sur le bien-être au travail, c'est l'obligation de s'affilier à un service de prévention et de protection au travail. Ce qu'on appelle communément sous le terme de médecine du travail. Donc, ils vont prendre en charge tout ce qui est bien-être au travail. Alors, il faut également être attentif lorsqu'on engage un travailleur, c'est aux examens de santé obligatoires ou à la surveillance de santé obligatoire. Parce qu'en fonction du type de travailleur que l'on va engager, il y aura une surveillance de la santé qui sera obligatoire. Donc, le travailleur sera soumis à des évaluations de santé régulières tout au long de la relation de travail. C'est le cas, par exemple, des travailleurs qui occupent un poste de vigilance, c'est-à-dire un travailleur qui est chargé de la surveillance d'une installation chimique, ou encore d'un travailleur qui occupe un poste de sécurité, comme ceux qui conduisent une grue, et donc il y a un potentiel danger derrière. Il peut mettre en danger la sécurité et la santé des autres travailleurs de l'entreprise, mais aussi des personnes extérieures. Donc, dans ce cas-là, il faut s'assurer que le travailleur est apte et il sera soumis à une surveillance de la santé obligatoire. D'où l'intérêt et l'obligation de s'affilier à un service de prévention et de protection du travail. Une quatrième obligation, ce que j'ai appelé affiliation à l'assurance, comprend en réalité
2 obligations. Une première obligation, c'est l'employeur doit souscrire une assurance accident du travail. C'est une assurance qui est obligatoire dès l'engagement d'un travailleur. En effet, l'employeur doit assurer ses travailleurs contre les potentiels accidents du travail qui pourraient arriver, c'est-à-dire les accidents qui ont lieu durant l'exécution des prestations de travail, mais aussi qui ont lieu sur le chemin du travail. Donc, ça vise à assurer le travailleur des risques qu'il encourt en venant travailler. Une autre obligation pour l'employeur, cette fois-ci, qui occupe des ouvriers uniquement, c'est de s'affilier à une caisse de vacances. Pourquoi? Parce que les vacances annuelles, contrairement aux employés, sont payées par une caisse de vacances et pas par l'employeur. Donc, il faut veiller à s'affilier à une caisse de vacances lorsqu'on engage des ouvriers. Ensuite, il faut établir un règlement de travail. Donc, c'est tout employeur qui occupe du personnel, dès le premier engagement, doit rédiger un contrat de travail. Qu'est-ce que c'est un règlement de travail, pardon. Qu'est-ce que c'est un règlement de travail? Un règlement de travail, c'est un document qui va contenir les règles de bon fonctionnement de l'entreprise. Il y a à la fois des mentions qui sont imposées par la législation et des mentions qui sont plus relatives au fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un document essentiel qui vous permettra d'envisager la relation de travail sereinement. Donc, il va instaurer des règles, des obligations et des droits pour les travailleurs, et il permettra aussi à la fois de protéger l'employeur en cas de conflit. Il va par exemple contenir des mentions relatives aux modalités sur les vacances, c'est-à-dire quand est-ce que le travailleur doit demander ses vacances principales. Est-ce qu'il doit le faire 1 mois à l'avance ou 2 semaines à l'avance suffisent? Il faut aussi baliser les horaires de travail, dire quand débute et quand finit la journée de travail, à quel moment le travailleur peut prendre des pauses, quelle est la durée de cette pause. Et on va aussi y retrouver les jours de repos et les jours de travail. Donc ça, c'est toutes des mentions que le règlement de travail doit contenir. Donc plus le règlement de travail sera complet et sans équivoque, plus la relation de travail sera claire et transparente. Il faut aussi garder en tête que si on est dans une petite entreprise, un règlement de travail ne devra pas être forcément très long. Il ne devra pas constituer en une encyclopédie. Quelque chose de bien pensé, de précis, permettra d'éviter les difficultés à l'avenir. Donc le règlement de travail, c'est vraiment quelque chose qui se calque sur la réalité de l'entreprise. Et c'est vraiment un document fondamental pour toute entreprise. Ensuite, on a, ce n'est pas vraiment une obligation, c'est plus une faculté, une aide pour les employeurs, ce sont les aides à l'emploi. Donc lorsque un employeur souhaite engager du personnel, les régions, ont mis en place des aides qui permettra de couvrir une partie des coûts liés à l'occupation. Par exemple, en région wallonne, on a l'aide Sésame, c'est-à-dire que les employeurs qui engagent des chômeurs pourront bénéficier d'une subvention qui permettra de couvrir une partie des coûts. Donc, lorsqu'on engage un travailleur, il est important de se poser de la question de est-ce que j'ai droit à une aide ou pas? Est-ce que je rentre dans les conditions et quel est le montant de cette aide? Donc, une aide permettra aussi d'engager du personnel. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens d'engager une personne supplémentaire et qu'avec cette aide, on aura les moyens. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit et se poser la question de est-ce que j'ai droit à une aide ou pas. Ensuite, nous avons une obligation de déclaration. La DIMONA, en fait, c'est une déclaration immédiate à l'emploi. Donc, quel est l'objectif de cette déclaration? L'objectif, c'est de communiquer à l'ONSS les dates de début et de fin d'une occupation d'un travailleur. Donc, c'est pour garantir une identification correcte auprès de l'ONSS de ce travailleur. C'est une déclaration qui est obligatoire à chaque fois qu'on engage un travailleur et à chaque fois qu'on met fin à son contrat de travail. Donc, ce sont toutes des choses qui se font de manière électronique sur le site de l'ONSS. Elles se font comment? Via le numéro d'immatriculation qu'on aura reçu lorsque on s'est identifié comme employeur ONSS. D'où l'importance d'avoir ce numéro. Donc, effectivement, par cette déclaration, on informe l'ONSS qu'on a engagé un travailleur au sein de l'entreprise. Cette déclaration permet aussi au travailleur de se voir attribuer un code d'IMONA qui lui sera personnel afin de l'identifier auprès des organismes de sécurité sociale qui auront ainsi accès à toutes ces informations relatives à la relation de travail.
On a une seconde obligation de déclaration, c'est la DMFA. Qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration multifonctionnelle qui doit se faire tous les 3 mois. Donc, quel est son but? À quoi elle sert? Donc, elle sert à calculer le montant des cotisations sociales qui devra être perçu. Donc, qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette déclaration? Elle contient le montant des rémunérations et l'importance des prestations qui ont été effectuées par le travailleur. En fonction de ça, les administrations vont calculer les cotisations que l'employeur doit payer et que le travailleur doit également payer. Ensuite, une formalité obligatoire et fondamentale, c'est la rédaction d'un contrat de travail. C'est un préalable essentiel et obligatoire à l'entrée en service d'un travailleur. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer les conditions de travail, les balises dans lesquelles le travail s'effectuera. Donc, il contiendra notamment l'horaire de travail, la rémunération, la fonction et le lieu de travail. Ce sont vraiment les éléments de base essentiels qu'un contrat de travail va contenir. Il faut aussi qu'il corresponde à la réalité de l'entreprise. Donc, en fonction de l'activité exercée, de la fonction du travailleur ou de sa place au niveau de la hiérarchie, le contrat sera plus ou moins long et il contiendra des clauses plus ou moins différentes. Il faut aussi garder à l'esprit que certaines clauses du contrat de travail sont strictement encadrées par la loi. C'est notamment la clause de non-concurrence. Celle-ci sera envisageable uniquement si le travailleur atteint un certain montant de rémunération. Donc, la rédaction d'un contrat de travail doit vraiment être bien pensée et faite au regard de la loi. Ensuite, on a une formalité importante, c'est la commission paritaire. Donc, lorsque on devient employeur, on se voit attribuer une commission paritaire, c'est-à-dire que chaque employeur fait partie d'un secteur déterminé. On a par exemple le secteur de la construction ou le secteur du spectacle. Ce secteur est important, il est important de savoir à quel secteur on appartient, puisque le secteur détermine des conditions de travail et de rémunération à travers ce qu'on appelle des conventions collectives de travail. C'est par exemple les secteurs qui vont fixer la rémunération minimum qu'un travailleur doit percevoir. Donc, il est vraiment important et essentiel de savoir à quelle commission paritaire on appartient pour savoir quelles sont les conditions de travail que l'on doit respecter. On ne pourra pas y déroger par le contrat de travail. Ensuite, on a l'affiliation à un secrétariat social. Donc, ce sont des organismes qui sont reconnus et contrôlés par les pouvoirs publics et qui vont pouvoir agir comme mandataires de l'employeur auprès de l'ONSS. Ils vont pouvoir, par exemple, réaliser pour vous les déclarations dont je parlais tantôt, la DIMONA et la déclaration multifonctionnelle. Ils vont aussi établir les fiches de paye, par exemple. Ensuite, et la dernière obligation, c'est la déclaration et le paiement du précompte professionnel. En effet, tout indépendant, société ou employeur qui paye ou attribue des rémunérations à ses employés doit retenir sur la rémunération un précompte professionnel. Qu'est-ce qu'un précompte professionnel? C'est une avance sur les impôts que le travailleur doit payer. Donc, le précompte professionnel, il sera calculé sur les rémunérations imposables, c'est-à-dire la rémunération brute, moins les cotisations sociales personnelles du travailleur. C'est sur cette base-là qu'on va calculer le précompte professionnel. Donc, le précompte professionnel sera en général calculé par le secrétariat social. Si vous êtes affilié à un secrétariat social, bien évidemment. Donc voilà, nous avons parcouru les obligations et formalités essentielles liées à l'engagement d'un travailleur. Ici, comme vous avez pu le voir, on a certaines obligations qui sont nécessaires uniquement lors du premier engagement, alors qu'à l'inverse, d'autres obligations et formalités sont nécessaires à chaque nouvel engagement. Donc, il faut bien être vigilant à cet élément aussi. Je vous laisse le temps de reparcourir les obligations et de me poser les questions si vous en avez. Alors, on me pose une question par rapport au règlement de travail. Il est vrai que, donc on me demande, c'est une personne qui a reçu un règlement de travail de son secrétariat social et le règlement de travail est assez conséquent, il fait entre 40 et 50 pages et cette personne n'ose pas y toucher.
et ne l'a jamais mis à jour. Est-ce que c'est problématique? Alors, c'est problématique parce que les secrétariats sociaux, pardon, donnent des règlements de travail qui sont des modèles. Ils correspondent pas forcément à la réalité de l'entreprise. Et donc, oui, vous pouvez toucher au règlement de travail et l'adapter en fonction du fonctionnement de votre entreprise. Il faut juste veiller à ce que le règlement de travail contienne les éléments, les mentions obligatoires qui sont imposées par la loi. Et un règlement de travail qui fait 40-50 pages, pour une petite entreprise, ce n'est pas nécessaire. Il faut vraiment qu'il y ait quelques éléments bien précis et bien pensés. Alors ici, j'ai mis aussi que le règlement de travail se fait en principe lors du premier engagement. Il faut garder à l'esprit que la société évolue, donc le règlement de travail évolue aussi avec la société. Donc il doit être révisé en fonction de l'évolution de la société. Alors, on me demande qui fait la DMFA. Si vous êtes affilié à un secrétariat social, la DMFA se fait par le secrétariat social. Donc, c'est le secrétariat social qui fait en général la DMFA. Donc oui, effectivement, ils le font pour vous trimestriellement. C'est quelque chose qui est compris dans leurs prestations. Par contre, si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Donc là, c'est quelque chose à convenir avec le secrétariat social, mais en général, c'est effectivement le secrétariat social qui le fait à chaque fois. Alors, quel est le coût d'établissement du règlement de travail pour un premier employeur, pour un premier engagement, je suppose? Là, je peux pas vous répondre comme ça maintenant à cette obligation, à cette question. Pourquoi? Parce que le règlement de travail dépend aussi du secteur d'activité. Et donc, pour ça, je vous invite à revenir vers nous pour en discuter plus amplement et éventuellement vous faire une offre à cet égard. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera évidemment un plaisir de vous répondre. Je vois qu'on me pose une question sur les formalités, les obligations liées à l'engagement d'un consultant hors Europe. Donc là, c'est vraiment des questions qui sont très particulières et auxquelles j'ai pas le temps de répondre dans ce webinaire, mais oui, effectivement, il y en a, notamment par exemple par rapport au permis unique. Si c'est un travailleur étranger qui vient travailler en Belgique, il faut qu'il ait un permis unique, une autorisation d'occupation. Donc ça dépend vraiment de la situation de l'employeur et du travailleur. Donc pour cette question-ci, je vous invite à revenir à nous parce qu'il nous faudrait un petit peu plus de précision pour y répondre avec précision et de la manière la plus juste précise. Donc en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous et à vous inscrire à notre newsletter si vous en ressentez le besoin. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Alors, les contacts, on me demande. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre site, c'est legalpme.be, pardon, ou via notre adresse email qui est info@legalpme.be. Voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée.